Nous attendons l'arrivée du ministre ou de la ministre kenyane, mais étant donné nos contraintes de temps, ma collègue Madame Duarte a insisté pour que nous commencions à l'heure. Donc bienvenue à cette manifestation parallèle très importante. Alors, c'est une manifestation parallèle qui est importante non seulement parce qu'elle concerne l'Afrique, parce qu'elle concerne le thème de la commission, de la session de la commission du développement, mais surtout parce qu'elle nous permet d'accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable. Je suis Cynthia Samuel Olonjo, je suis la représentante spéciale auprès des Nations Unies à New York de l'Organisation internationale du travail. Je suis la directrice du bureau de l'OIT. C'est un plaisir pour moi d'assurer la modération de cette manifestation parallèle. La question sur laquelle nous allons nous pencher au cours des prochaines 75 minutes à peu près, c'est le rôle des régimes autochtones de protection sociale comme clé de voûte de la sécurité sociale en Afrique, alors que nous réfléchissons à la refonte des réseaux de sécurité sociale en Afrique. Nous allons donc mener un dialogue. Il ne va pas s'agir d'un dialogue entre universitaires ou purement académique. Donc, l'objectif de ce dialogue va être tout simplement de mieux comprendre le problème. Pas seulement d'ailleurs les problèmes, mais également sur ce que nous pouvons faire pour changer les choses. Avant de donner la parole aux différents intervenants, y compris à l'un de nos intervenants à distance, je vais revenir sur 3 points. Première observation, premier point. Alors, le problème de la protection sociale en Afrique. Le problème de la protection sociale en Afrique est un problème extrêmement grave. Si vous regardez les données en la matière, eh bien, vous verrez que moins de 18% de la population en Afrique ont accès à la forme la plus basique, pour ainsi dire, de la protection sociale. Ensuite, il y a également un problème de calendrier, pour ainsi dire. Le problème est urgent, donc c'est un problème qui doit être réglé de toute urgence. Ensuite, il est important de faire remarquer également qu'il y a des choses qui sont en train de changer, qu'il existe donc des systèmes de protection sociale, des systèmes notamment des régimes autochtones de protection sociale. Et la question est de savoir comment nous allons pouvoir les exploiter, les utiliser ces exemples et ainsi favoriser l'intégration de ces systèmes dans les systèmes plus formels ou plus structurés de protection sociale. Je remercie le bureau de la coordonnatrice ou de la conseillère spéciale pour l'Afrique pour le rapport qui a été préparé sur la question. Je vous encourage d'ailleurs à le lire. Mais ce que je propose de faire, c'est de faire le point sur ce qui se passe dans la région. En 2010, il n'y avait que 4 pays qui disposaient de politiques en la matière. Aujourd'hui, il y en a plus de 30. Mais des pratiques optimales ont fait leurs preuves et sont présentes d'ailleurs. Certains des intervenants représentent certains de ces pays, ils pourront nous en parler. Je vais donc m'en tenir là pour l'instant et je vais présenter les intervenants se joignant à nous. Alors, sont présents parmi nous, donc à l'exception bien sûr. Ah, non, non, la ministre kenyane n'est pas encore arrivée. Nous avons Monsieur Tesfaye Yilmaz Sabo, qui est le représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Vous êtes le bienvenu, mon frère. Nous avons parmi nous le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, Monsieur Madi Mohamed Jama. Nous écouterons également le ministre du Travail et de la Protection sociale du Kenya qui va se joindre à nous.
Le directeur général de la Commission nationale de planification et ministre de la planification économique de la Namibie, nous l'espérons, se joindra à nous à distance. Et nous tenons cependant à vous présenter nos condoléances suite au décès du président namibien le week-end dernier. Nous sommes aux côtés du peuple et du gouvernement de la Namibie alors qu'ils traversent cette période difficile. Nous les soutenons de tout cœur. Sans plus tarder, je vais appeler Madame Cristina Duarte, qui est la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et conseillère spéciale pour l'Afrique. Madame Duarte va planter le décor et après ces observations, je ferai moi-même quelques observations et je donnerai la parole aux intervenants. Donc je suis convaincu, je sais que cette manifestation sera très intéressante et très gratifiante, alors que nous parlons justement de la protection sociale en Afrique. Madame Duarte, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci Cynthia, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Cela fait 3 ans que l'on parle de la même question en essayant de mettre véritablement l'accent là-dessus. Et pour aller plus loin, eh bien, nous devons changer notre manière de voir les choses. En effet, si nous ne changeons pas notre manière de voir les choses, on va peut-être essayer de se faire accélérer ou de faire avancer les choses, mais les choses ne vont pas changer. Mon équipe m'a donné 3 minutes. Donc, je vais présenter 3 points. Je ne vais pas aborder le sujet puisque la question sera traitée par les intervenants, donc je ne vais pas m'appesantir trop longuement sur la question. Je voulais tout simplement revenir donc comment nous sommes arrivés jusqu'ici. Cette manifestation n'est pas une manifestation isolée. Elle est le fruit d'un processus qui a commencé déjà en 2021 et en 2022. Le bureau qui me soutient, le bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique, donc mon bureau, en 2021 et en 2022, s'est efforcé suite à la pandémie de la Covid-19, de mettre le capital humain au centre de l'élaboration des politiques sociales en Afrique. Ça a été notre objectif en 2021 et 2022. Alors, quelles sont les idées que nous avons mises sur la table? Alors, tout d'abord, nous avons dit qu'on ne peut pas se permettre de perdre 50 ans de plus en Afrique sans mettre le capital humain et les personnes au centre de l'élaboration des politiques sociales. Et ensuite, le problème n'est pas l'apanage uniquement de l'Afrique. Ce n'est pas quelque chose qui, comme je l'ai dit, soit le problème uniquement de l'Afrique. Si vous regardez dans les pays en développement, donc le problème, c'est la rupture du contrat social que nous avons observé. Donc il y a un appel qui a été lancé, pour ainsi dire, par l'Afrique et par d'autres régions également, pour qu'une autre approche soit adoptée. Et ce que tous ces pays réclament, c'est de replacer l'être humain au centre de l'élaboration des politiques. Après la pandémie de la Covid-19, donc l'idée, ce n'était pas seulement de parler de croissance économique, parce que tout le monde semblait obsédé par la croissance économique. Donc, en effet, nous avons compris que si nous voulons mettre le capital humain au centre de l'élaboration des politiques, nous devons favoriser la croissance économique, mais ce qui est encore plus important, c'est redistribuer les revenus. Ah, bonjour et bienvenue. Et peut-être donc renverser. Alors on a toujours parlé renverser, donc changer l'ordre des éléments de cette équation. On a toujours parlé de la croissance économique et de la redistribution donc des revenus. Et on a décidé d'inverser, de parler de la redistribution des revenus, ensuite de la croissance économique. Ainsi, les chiffres qui nous avaient été fournis par la Banque mondiale à l'époque était effrayant. Ainsi, 50% des enfants du monde
auraient ou seraient prisonniers d'une très faible productivité. Même si nous engagions une action, s'ils avaient engagé une action à ce moment-là, eh bien, ces enfants, leur situation n'aurait pas changé. En 2022 et 2023, nous avons décidé d'adapter notre communication et de tenir un autre discours. Il nous est apparu au niveau de mon équipe de changer l'état d'esprit des politiciens de manière à des politiques sociales investissant dans le capital humain, un investissement donc d'avenir. Donc, éviter de faire de la charité et comprendre en fait que les politiques sociales doivent être conçues pour qu'il y ait un retour social sur l'investissement, pour ainsi dire. D'où l'appel que je lance ici pour que des politiques sociales soient élaborées de manière différente. Alors, ceci suppose d'adopter un nouveau discours de manière à ce que nous puissions soutenir l'élaboration de politiques sociales et nous écarter des transferts donc monétaires pour aller vers donc des systèmes alimentaires plus résistants, donc et aller vers des solutions innovantes. Alors, nous avons compris que la protection sociale ne peut pas être traitée d'un point de vue strictement budgétaire, linéaire. C'est un outil macroéconomique de renforcement de la stabilité. Cela permet de protéger les populations, les sociétés des chocs externes. Ainsi, la société dispose d'un filet de sécurité qui lui permet tout simplement de résister et de ne pas donc se retrouver à l'âge de pierre, pour ainsi dire, de recommencer tout depuis de zéro. Donc l'objectif, c'est de protéger les sociétés et d'utiliser donc cet instrument comme un instrument macroéconomique. Donc 2024, l'action a été l'accent a porté donc sur la protection sociale. L'Afrique n'est pas non plus un désert. L'Afrique déjà depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, dispose de systèmes de protection sociale. Le taux de couverture n'est pas très élevé, 18-20%, c'est vrai. Cependant, il ne faut pas oublier que ces 18-20%, ce ne sont que les systèmes formels. Si nous prenons en considération les régimes autochtones de protection sociale, eh bien, on se rend compte en fait que ces chiffres sont beaucoup plus élevés. Et l'appel que nous lançons est des plus simples. Lorsque nous, au cours des 10 prochaines années, nous allons favoriser la refonte des systèmes de protection sociale en Afrique, eh bien, il ne faut pas non plus prendre seulement les systèmes formels, il faut combiner donc les systèmes formels et les systèmes informels. Il faut donc avoir une approche verticale, certes, mais pas une approche verticale du haut vers le bas, mais bien plutôt du bas vers le haut. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je m'en tiendrai là puisque je n'avais que 3 minutes. Je vous remercie. Merci Madame Duarte. Merci. On commençait déjà à me regarder. Et lorsque je commence à vous regarder donc du coin de l'œil, ça veut dire qu'il faut que vous concluiez. Voilà, merci beaucoup en tout cas Madame Duarte. Merci Christina. Vous avez présenté des éléments très importants. Effectivement, lorsqu'on parle de protection sociale en Afrique, nous devons avoir une approche d'ensemble. Même notre manière de mesurer la protection sociale, notre manière de le faire doit évoluer. Ainsi, en tant que, au cours des 2 dernières années, en tant que représentant spécial auprès des Nations Unies à New York de l'Organisation internationale du travail, directrice du bureau de l'OIT, au cours des 2 dernières années, j'ai moi aussi travaillé sur ces questions et effectivement je suis d'accord pour dire que la protection sociale doit être revue. Elle doit intégrer
notamment l'élaboration des politiques sociales, doit intégrer les régimes autochtones de protection sociale, notamment en Afrique. Donc les systèmes informels non structurés, parce que le secteur informel et l'informalité atteignent des niveaux très élevés en Afrique. La protection sociale, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement donner l'aumône, ce n'est pas faire de la charité. C'est un outil macroéconomique et une manière de favoriser la participation de tous. Alors, je suis heureux d'être entouré de mes frères et mes sœurs. Nous avons parmi nous la secrétaire de cabinet auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale du Kenya, que j'ai connu dans une de mes vies antérieures. Avant, on se connaissait à Genève, maintenant on se connaît à New York. Il s'agit de Madame Florence Boré. Madame, vous avez 3 minutes. 3 minutes pour nous présenter le point de vue du Kenya sur la question. Et expliquez-nous comment vous avez traité la question au Kenya. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs. Alors, la protection sociale. La protection sociale est l'approche traditionnelle, l'approche kenyane. Est une approche basée sur l'intégration des régimes autochtones de protection sociale dans les secteurs formels. Alors, ceci couvre les chamas, qui sont des femmes, des groupes de femmes qui s'organisent, qui se réunissent, qui sont à même de mutualiser leurs ressources ou les mettre en commun, qui sont à même d'intégrer les membres du groupe qui doivent être soutenus en dehors des chamas. Ces femmes se soutiennent les unes les autres, elles combinent leurs ressources, tout ce dont elles disposent, et partagent ce dont elles disposent. Elles se réunissent sur une base mensuelle, hebdomadaire, ça dépendra bien sûr du fonctionnement donc, du groupe. Nous avons également une tradition qui vise à adopter les enfants des familles les plus pauvres. Ainsi, vous avez des enfants qui sont adoptés par ceux qui sont à même de le faire ou par un groupe qui est à même de s'en occuper. Donc nous avons donc des systèmes de garde des enfants. Ensuite, nous disposons également de systèmes qui permettent le transfert d'actifs, graines, bétail, de ceux qui en disposent vers ceux qui n'en ont pas. Nous avons également une manière d'anticiper les chocs. Nous observons l'évolution de la météo, nous observons les animaux, leur comportement et nous transmettons ces informations à notre communauté de manière à anticiper les chocs externes. Alors, au Kenya et dans le contexte africain, nous faisons également des harambés. Les harambés, ce sont des collectes de fonds. Alors, vous allez collecter des fonds peut-être pour qu'un enfant pauvre puisse aller à l'école, pour financer donc sa scolarisation, pour payer les notes, donc les frais d'hôpitaux. Donc, et ces harambés sont mis en place pour financer la mise en place de points d'eau pour les communautés, pour financer l'éducation, la santé. Ensuite, nous mettons également en commun les terres. Par exemple, vous disposez d'une parcelle, vous ne pouvez pas vous permettre un tracteur. Donc nous allons mettre en commun ces ressources de manière à aider les plus pauvres et garantir ainsi la sécurité alimentaire. Et ainsi, des femmes, justement, vont d'une parcelle à une autre pour, justement, cultiver la terre pour ceux qui ne sont pas à même de le faire. Et ainsi garantir leur survie. Ensuite, il y a des transferts en nature, donc pour satisfaire des besoins sociaux, besoins alimentaires, notamment pour les foyers les plus vulnérables. Et enfin, nous disposons de groupes qui sont organisés, qui sont utilisés, qui se mobilisent pour fournir une protection sociale aux communautés.
Des systèmes de renvoi ont été mis en place entre les communautés et les systèmes donc plus formels. Enfin, nous avons besoin, bien sûr, d'une évolution de la législation et de la politique pour prendre en considération, prendre acte de ces régimes autochtones de protection sociale qui peuvent elles-mêmes moderniser les pratiques traditionnelles et plus formelles de fourniture de services sociaux. Voilà. Merci, Madame la Ministre. Alors, donc vous êtes revenu sur la dimension politique, qui est un élément clé, effectivement. Vous disposez donc les chamas, les harambés. Bon, je vous donnerai la parole un petit peu plus tard pour revenir sur la question. Donc, la ministre nous a parlé de ces systèmes autochtones. Ces systèmes sont là. La question est de savoir comment on va les intégrer, comment est-ce qu'on va pouvoir justement construire sur cette base et les utilisons comme mécanisme de facilitation. Nous allons maintenant écouter Djibouti. Je vais maintenant inviter Monsieur Madi Mohamed Jama à prendre la parole. Vous avez 3 minutes, monsieur. Je vais parler en français. Effectivement, d'abord, c'est un honneur pour moi d'assister à ces panels de très haut niveau. Je rejoins absolument le point de vue de Mme Duarte sur la non prise en compte des mécanismes de protection sociale traditionnels et malheureusement des droits coutumiers traditionnels qui sont très importants puisque c'est nos premières assurances et nos premières protections sociales. Donc la communauté n'a pas attendu que l'État vienne les aider. La communauté prend en charge plusieurs domaines, notamment les soins, notamment tout ce qui est dot, comme par exemple un truc très simple, le mariage. Donc la dot, quand il y a des conflits, les compensations financières pour régler, les enfants ruraux qui doivent aller au lycée, au collège dans d'autres villes. Donc c'est des familles d'accueil. Et tout ça, c'est pas quantifié. Les tontines, première façon de financer des activités génératrices de revenus. Donc beaucoup de domaines. Maintenant, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Donc l'État vient sur la base de ses pratiques traditionnelles, justement baser son assurance, son système de protection sociale. Donc nous avons un registre social et ce registre social, justement, enregistre les nombres des pauvres avec des critères qui sont très bien définis. Et il y a tout un système d'appui, notamment des cash transferts. Il y a l'assurance maladie universelle que l'État prend en charge. Donc, il y a beaucoup de domaines. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la pauvreté, elle est multidimensionnelle. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter à l'individu, il faut également regarder son environnement. Et nous, au niveau de l'Agence djiboutienne de développement social, nous travaillons beaucoup dans ces domaines, et notamment pour que ces gens-là puissent vivre dans un confort. Donc, il faut qu'ils aient les minimums d'infrastructures sociaux de base, santé, éducation, eau, électricité, etc., que ce soit dans la ville de Djibouti ou dans le rural. Mais il faut également qu'il y ait des activités génératrices de revenus. Et donc, on organise d'abord les communautés, les femmes qui ont cette habitude de cotiser entre elles. Et donc, nous, ce que nous faisons maintenant, nous essayons de les bancariser, nous essayons de les organiser et nous essayons de les appuyer pour que ces femmes-là aient des activités génératrices de revenus plus importantes. Alors, là aussi, nous invitons, que ce soit les jeunes que nous finançons ou les femmes, à payer des impôts, parce que c'est comme ça que, justement, on devient contribuable et on contribue également au bien-être des autres, puisque l'État vous a appuyé. Maintenant, il faudra que les régions, les collectivités aient une fiscalité locale et puissent redistribuer et puissent aider. Donc, je pense qu'on reviendra sur tout ça. Il y a beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, on a un événement où on va présenter vers 13h ce que nous faisons sur Djibouti. Donc, on reviendra sur tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.
Vous êtes revenu sur les secteurs dans lesquels vous vous efforcez de construire sur la base des systèmes autochtones. Vous nous avez fait part également de vos difficultés. C'est un débat qui fait rage actuellement et il est important dans le cadre de ce débat de voir comment nous allons pouvoir justement faire fond sur ces pratiques. Et c'est la question que je vais vous poser à vous les intervenants. Comment est-ce que l'on peut aller de ces structures autochtones, de ces régimes autochtones, de manière à ce que celles-ci contribuent également au système de protection sociale. L'objectif pour l'Afrique, je tiens à vous le rappeler, l'objectif ici, notre objectif à nous, c'est de veiller à ce que d'ici l'année prochaine, en 2025, on ne parle plus de 17%, mais on parle au moins de 40% de couverture pour les systèmes formels de protection sociale, en reconnaissant, comme l'a dit Madame Duarte, que les 17% dont nous parlons n'englobent pas toute la réalité. Je vais maintenant donner la parole à son Excellence, Monsieur Tesfaye Yilmaz Sabo, pour qu'il nous présente le point de vue de l'Éthiopie. C'est la belle histoire éthiopienne en la matière. Monsieur, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Merci de m'avoir accordé l'usage de la parole. Merci à la secrétaire générale adjointe, merci Madame Duarte, merci d'avoir organisé cette manifestation. J'étais en train de coucher mes pensées sur le papier, mais en fait je vais m'efforcer d'utiliser mes notes comme base pour une intervention improvisée. Nous disposons de systèmes très anciens en Éthiopie de protection sociale, des systèmes autochtones, bien plus anciens que les structures gouvernementales en Éthiopie. L'État existe, ou les États existent en Éthiopie depuis 3000 ans. Mais je suis sûr que ces systèmes de protection sociale, ces systèmes autochtones existaient bien avant. Le premier, c'est le plus ancien, Ed. Ed, c'est un arrangement collectif ou un accord collectif. C'est un système communautaire basé sur le système de la réciprocité lors de manifestations sociales ou de manifestations sociales heureuses ou malheureuses, mariage, baptême pour les circonstances heureuses. C'est un système donc destiné à organiser, à financer ces manifestations. C'était un système qui a également pour but de soutenir les personnes lors de situations difficiles, un décès, un enterrement. Ce sont des groupes qui encadrent les victimes, les soutiennent, et les victimes elles-mêmes aident ceux qui les ont aidés si ces personnes se retrouvent aussi dans des situations difficiles. Alors aujourd'hui, le système est en train de s'officialiser parce que ces systèmes ouvrent maintenant des comptes en banque. Aujourd'hui, ça va même plus loin puisqu'ils investissent même de manière à ce que cet argent donc fasse des petits, pour ainsi dire. Donc nous avons également, c'est un genre d'association, donc de crédit mutuel, pour ainsi dire. Donc les membres d'une même communauté se tournent vers cette communauté et vont collecter des fonds. Chaque membre de la communauté va peut-être donc collecter 100 birs et vont ensuite les remettre à cette personne sans qu'il y ait d'intérêt. Donc cette personne continuera de contribuer. C'est une manifestation c'est une réunion qui intervient donc tous les dimanches. Tous les dimanches, on va chez une personne différente. Mais cette personne donc continue de contribuer et utilise cet argent pour donc trouver un emploi,
Donc ces personnes continuent de payer. S'ils achètent par exemple une charrue, par exemple, eh bien, ils la garderont. Donc c'est quelque chose qui continue d'accès, c'est un autre système qui continue d'exister à Addis Abeba. Donc ce sont des systèmes qui sont présents pas seulement dans les zones rurales, mais également dans la ville, dans dans les zones rurales, donc pas seulement dans les zones urbaines et pas seulement dans les zones rurales. Donc 20 000 bières par semaine, mais ils font des millions. Ensuite, le troisième système, c'est le système DEBO. Système DEBO qui est un système donc dans le secteur agricole, dans les zones rurales. C'est un système qui a été mis en place pour justement mobiliser des fonds pour faire face par exemple à des périodes de sécheresse, puisque personne ne peut y faire face. Et généralement, comme je l'ai dit, dans des zones rurales, c'est pas un système qui a migré vers les zones urbaines. Ensuite, le troisième système ou le quatrième système, c'est le système Mahamer. C'est un système c'est un système plus religieux, réunit des communautés chrétiennes par exemple. C'est un système c'est une organisation plus religieuse. Il y en a plusieurs qui ont des noms religieux, Sainte Marie ou peu importe. Donc, et tous ceux qui sont membres de cette communauté, eh bien, peuvent se tourner vers le Mahamar pour justement, donc lorsqu'ils travaillent une période difficile. Donc ils ne vont pas se tourner, vous comprenez, vers l'assurance sociale ou voilà, ils se tournent vers l'église ou la mosquée. Merci. Very much. Merci beaucoup pour ces exemples très précis qui permettent d'examiner la dimension tant sociale qu'économique, le secteur urbain et rural, en examinant divers groupes économiques. Et vous avez d'ores et déjà anticipé la question que je compte poser à présent, comment nous appuyer sur ces systèmes. Mais avant d'ouvrir le débat, je vais à nouveau céder la parole aux intervenants pour voir si nous pouvons approfondir cette discussion, pour voir comment changer la donne en matière de protection sociale en Afrique. Je vais maintenant inviter deux intervenants à nous rejoindre. Malheureusement, notre intervenante à Namibie ne pourra être présent, notamment en raison de la situation dans le pays, donc nous le comprenons bien. Nous allons donc céder la parole à deux intervenants en ligne, n'est-ce pas? Tout d'abord, Monsieur Amadou Kanouté, directeur exécutif auprès de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Et je crois qu'il nous rejoint depuis le Sénégal. Puis, nous avons un deuxième intervenant éminent, Dr Saïf Eldin Abdelrahman, membre du conseil d'administration de l'African Risk Capacity Group. Vous avez 3 minutes chacun pour nous expliquer très clairement quelles sont les méthodes de protection sociale autochtones dans nos pays, mais surtout comment tirer parti de ces systèmes alors que nous travaillons ensemble pour veiller à ce que d'ici l'an prochain, nous ayons au moins 40% de couverture globale en Afrique. Je vous remercie. Je vous cède la parole, Monsieur Amadou Kanouté. Merci beaucoup, Madame la modératrice, Madame la Présidente. Et je voudrais remercier le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique pour cette invitation à SICODEV. Pour aller rapidement, puisque je n'ai que 3 minutes, je voudrais d'abord insister sur deux caractéristiques qui plombent la protection sociale dans nos pays. Le premier, c'est le financement de la protection sociale. 2, c'est l'extension de la couverture. Comment travailler à étendre la couverture au-delà du secteur formel. Et par rapport à cela, 2 exemples me viennent à l'esprit dans le cas du Sénégal.
Ce sont des villages à couverture maladie universelle au Sénégal. Le taux moyen de couverture au Sénégal, c'est 50%, 53%. Ces deux villages ont réussi à avoir une couverture de 100%. On pourrait se poser la question de savoir comment ont-ils réagi, ont-ils pu réaliser ce. Le premier cas, le chef de village qui a décidé de prendre un champ communautaire et de le mettre à la disposition de ses villageois, en leur disant cultivez ce qui en sortira adhésion aux mutuelles pour que vous puissiez aller à l'hôpital, à la case de santé, au poste de santé, chaque fois que vous tombez malade. Ça a réussi. Well, hello? I can't hear anymore. Oh, shall I turn off the video? Okay, okay. How is it now? How is it? Hello, can you hear me? Okay, right. Donc, je disais, unfortunately, it's the same quality, bad quality that I'm getting you as well. Such a pity. Oh, excellent. All right. Donc, j'étais en train de dire que dans le premier cas du village qui a atteint la couverture maladie universelle, c'est le chef de village qui a décidé de mettre un champ à la disposition des villageois et de leur dire cultivez ce champ et tout ce qui en sortira comme récolte, nous allons les vendre et nous allons vous inscrire aux mutuelles de santé pour que vous puissiez vous soigner à tout moment. Deuxième exemple du second village qui a atteint la couverture maladie universelle, c'est un modèle qui est basé sur les cotisations en nature. Cotisations en nature parce que les producteurs, les villageois nous ont dit, nous sommes dans la pauvreté monétaire. Nous n'avons pas d'argent. Par contre, nous avons des produits que nous cultivons, que nous pouvons mettre à votre disposition pour nous permettre et de nous inscrire dans les mutuelles de santé et de pouvoir adhérer avec ces types de cotisations. Et là, les chefs de village, l'agence de la couverture maladie universelle, les préfets, les communes, les maires se sont tous mis ensemble pour dire pourquoi ne faisons-nous pas avec la participation de SICODEV, notre organisation, faire l'étude technique pour voir. Aujourd'hui, le seul second village à avoir atteint la couverture maladie universelle dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal, s'appelle Noubou et a réussi à travers ses cotisations en nature. Ils ont réussi à faire cette couverture maladie universelle. Donc, c'est à votre question de savoir comment pouvons-nous réduire ce gap entre les zones urbaines et les zones rurales pour l'accès aux services sociaux de base. Je dis, il faut que nos politiques de protection sociale puissent d'abord identifier et cartographier ces formes d'organisation que nous venons d'entendre au Kenya, en Éthiopie, à Djibouti, pouvoir les identifier, de les promouvoir, faire en sorte que les populations qui les font se sentent reconnues. Et trois, les institutionnaliser, prendre des décrets,
des arrêtés qui permettent à ce que ces formes d'organisation soient reconnues dans le financement et dans l'extension de la protection sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kanouté. Merci de cet exemple très utile que vous nous avez donné de la couverture à 100% et du fait que l'on s'en inspire pour voir comment l'on peut appliquer ces enseignements à d'autres communautés. En effet, certains des succès enregistrés en matière de protection sociale en Afrique sont que nous y sommes parvenus dans certains domaines, mais pas en ayant recours au mode habituel. Donc, c'est pourquoi je remercie le bureau du conseiller spécial pour l'Afrique d'avoir organisé cela. Nous devons voir comment tirer parti de tous ces avantages. Je cède maintenant la parole à notre deuxième intervenant, Dr Saïf El-Din Abd El-Rahman. Vous disposez de 3 minutes. I don't speak French, but I understand that this is my team. Is that right? I didn't hear him. Sorry. Hello? I didn't hear. Yes, we can. Oui, nous vous entendons. Can you hear me? Yes, please, we can hear you. Oui, nous vous entendons. Allez-y. Thank you, Honorable, and thanks all Honorable. Merci. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les ministres présents dans la salle. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette conversation, cette discussion qui semble être une grande première. En Afrique, lorsque l'on parle de l'envoyé spécial des Nations Unies, on a le sentiment que la concerne un conflit. Mais en réalité, cette fois-ci, nous parlons d'évolution positive. Et je vois que l'OIT est présente. C'est une organisation très présente sur le continent. Je suis très heureux de voir que nous puissions mener ce type de discussion concernant notre continent. Une discussion très importante. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais donc évoquer 4 points. Tout d'abord, pourquoi les systèmes de protection sociale officiels ne fonctionnent-ils pas? C'est la question la plus importante, à mon sens. Je pense qu'il y a des questions de politique économique qui sont en jeu, tout comme des questions budgétaires et fiscales qui sont déterminantes pour le non-fonctionnement ou fonctionnement partiel de ces systèmes. Il y a également la question des interventions humanitaires qui ont érodé notre culture en matière de protection sociale et qui ont créé un nouveau niveau de dépendance sur le continent africain. Et cette approche humanitaire doit être réexaminée puisqu'elle a totalement déformé nos systèmes de protection sociale traditionnels. Moi-même, je m'exprime en tant que Soudanais. Vous le savez, la crise que connaît mon pays est également tributaire des transformations technologiques. Alors, nous parlons de NAFIR au Soudan. C'est un système qui permet aux familles de bénéficier de fonds au quotidien et nous voyons que la transformation technologique a eu un effet sur ces transferts. Moi-même, je me suis demandé comment, depuis la Somalie, où je me trouve maintenant, je pouvais transférer des fonds au Soudan, sans quoi ma famille aurait beaucoup de difficultés. Je pense donc que ce type de discussion joue un rôle essentiel pour nous et nous devons absolument aller de l'avant. Il y a 3 questions que je souhaite évoquer.
La pauvreté est une question qui concerne l'ensemble de la société. C'est une question de solidarité. Nous ne pouvons lutter contre la pauvreté sans solidarité en Afrique. Il est très important d'en tenir compte. Mais comment faire? En effet, je travaille sur l'indice de pauvreté. Que faisons-nous des données obtenues? Les grandes familles ont toujours plus de facilité à partager leurs fonds que les petites familles nucléaires. Donc, cela montre que le tissu social est essentiel pour la solidarité et pour la société, de manière à ce que les transferts de fonds et diverses manières de transférer les fonds jouent un rôle essentiel. Dans nos sociétés, les femmes et les hommes jouent un rôle essentiel dans les villages en agissant de manière collective, notamment autour de l'agriculture. Face à toutes ces crises et difficultés économiques qui pointent à l'horizon, nous devons changer le débat, reformuler le débat pour voir quelle est la disponibilité des ressources de la part du gouvernement. Puis, nous pourrons redessiner les frontières entre quels sont les systèmes de protection officiels ou non officiels et voir comment nous pouvons nous appuyer sur ces systèmes. Je suis désolée de m'être exprimée si longuement, mais je crois que c'est une discussion très utile et j'espère que nous pourrons discuter au niveau du continent. En effet, nous souhaitons miser sur la prévention. Je m'en tiens à cela et je vous cède à nouveau la parole. Merci beaucoup. Merci. Oui, étant donné que vous n'êtes pas présent, je ne peux pas vraiment vous jeter un regard appuyé, mais en tout cas, j'ai allumé mon microphone et je crois que ça vous a permis de comprendre qu'il était temps de terminer. Quels sont les points essentiels évoqués qui jouent un rôle important, surtout lorsqu'on regarde la stratégie? Nous travaillons ensemble avec l'OIT en Afrique. Je travaillais précédemment avec la secrétaire générale adjointe, Mme Duarte, pour voir comment agir. Il y a les questions de finances et je crois que cela a été évoqué également par les discussions sur le Sénégal. La question de la protection sociale, c'est une question centrale. Et en effet, la secrétaire générale adjointe a évoqué des transitions qui jouent un rôle essentiel, non seulement pour atteindre l'ODD 8 ou l'ODD 3, mais tous les ODD. Et l'un d'entre eux, c'est l'emploi et la protection sociale de manière générale. Et la protection des emplois, surtout en Afrique. Le secteur informel joue un rôle essentiel. Nous devons aller au-delà des programmes formels, mais ça ne suffit pas. Nous devons intégrer ces divers éléments. Au niveau politique, comment faire en sorte de promouvoir cette intégration? Comment nous appuyer sur le système qui, au Sénégal, a permis une couverture à 100%? Et comment faire en sorte d'étendre cela au reste de la communauté? J'ai déjà posé des questions à certains de nos intervenants, mais je propose de céder la parole à la salle. Je vois d'ores et déjà des mains qui se lèvent, des demandes de parole, mais je souhaiterais avoir une idée du nombre de personnes qui vont vouloir intervenir, de manière à pouvoir gérer le temps imparti qui nous reste. Pourriez-vous lever la main? J'invite mon collègue à compter les mains qui se lèvent. Cabo Verde. Donc, nous avons 4 demandes d'intervention. Très bien. Excellence, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Permettez-moi d'emblée de remercier le Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique de l'invitation qui nous a été faite de participer à cet événement. Je transmets toutes mes salutations à tous ceux qui sont présents dans la salle et en ligne. Je m'efforcerai d'être concise. Tout d'abord, une remarque en réaction aux interventions qui ont été faites. Il y avait un fil rouge dans toutes les interventions et qui est présent également au Cabo Verde. C'est ce système informel qui n'est pas le même d'un pays à l'autre et qui est adapté aux conditions et besoins locaux. Mais de manière générale, le système est identique. À Cabo Verde, nous parlons de juntament. Pour le traduire, cela signifie essentiellement de travailler main dans la main ou mettre nos mains ensemble. Il s'agit essentiellement de transfert d'argent liquide de la diaspora vers les familles qui vivent à Cabo Verde. C'est une manière de les soutenir. Mais cela peut concerner également une famille qui construit une maison et pendant le week-end, des amis, d'autres membres de la famille, des proches viendront donner un coup de main. Certains apportent à manger, à boire. D'autres encore travaillent dans le secteur de la construction et sont donc prêts à mettre la main à la pâte et notamment à construire un toit. Donc, ne sont pas des systèmes identiques, mais semblables et adaptés aux besoins locaux. J'en viens à présent au sujet qui nous réunit ici. Je pourrais m'exprimer spontanément, mais cela risque d'être plus long. Je vais donc m'en tenir à mes notes. La protection sociale joue un rôle de plus en plus important dans les programmes politiques du pays et Cabo Verde a investi dans le renforcement et la coordination des institutions des systèmes de protection sociale visant à attribuer les ressources nationales de manière plus efficace et efficiente en vue de promouvoir une croissance économique inclusive et mobiliser des acteurs divers dans l'extension de la couverture de la protection sociale, tout en investissant de manière considérable dans les technologies d'information et la formation des ressources humaines, en améliorant l'organisation d'une base de données et en améliorant les résultats du système. Lorsque la COVID est arrivée, nous en connaissons tous les conséquences. Le gouvernement du Cabo Verde a mis en place des mesures d'urgence en s'inspirant du système de protection sociale existant pour créer un filet de sécurité sociale. Ils ont notamment permis un système de transfert d'espèces temporaire pour les familles dont les membres avaient perdu leur emploi parce qu'ils travaillent dans le secteur informel, mais également pour les petites entreprises qui dépendaient du tourisme, qui était et reste bien entendu notre principale source de revenus. Suite à une reprise rapide d'après Covid, l'année 2022 était marquée par une période de croissance économique dans des secteurs tels que le tourisme, le transport et le commerce. Cette augmentation en flèche de l'économie économique a contribué à une réduction des taux de pauvreté, mais la situation n'était pas toute rose. Certains défis persistaient et de nouveaux défis se sont présentés, notamment avec l'augmentation en flèche des prix du pétrole, des aliments, en raison des perturbations de la chaîne logistique mondiale, de la guerre en Ukraine. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Avant que vous ne me jetiez un regard noir, je peux vous dire que le gouvernement met en place un système d'inclusion sociale. C'est un système de protection sociale qui promeut l'inclusion productive et sociale conformément à la politique nationale. Ces efforts favoriseront une croissance économique inclusive et visent à permettre une prospérité partagée pour toute la population. L'objectif étant d'éliminer la pauvreté extrême d'ici 2026. D'après nos estimations,
Quelque 13,1% de personnes à Cabo Verde sont touchées par la pauvreté extrême. Il s'agit donc d'une mesure très importante prise par le gouvernement en vue d'éliminer la pauvreté extrême d'ici 2026, 4 ans avant l'échéance de 2030. Me reste-t-il 1 minute? Alors, 50 000 personnes, et je dois préciser, le 87% d'entre elles sont des femmes. Donc, 50 000 personnes représentent 28 000 foyers pauvres qui ont pu voir améliorer leurs conditions de vie grâce à ce programme d'inclusion sociale qui l'on vise également à venir en aide à 70 000 nouveaux foyers pour contribuer à cet objectif qui consiste à éliminer la pauvreté extrême dans le pays. Très bien, je conclus. Le gouvernement accorde la priorité aux personnes et vise à ne laisser personne pour compte. Je ne vais pas entrer dans les détails du programme lui-même. Je me ferai un plaisir de vous le livrer par écrit. Alors, étant donné, alors que le temps passe, le gouvernement reste engagé à éliminer la pauvreté extrême et atteindre l'objectif d'un pays où personne n'est laissé pour compte. Cabo Verde, un pays où tout citoyen peut connaître la prospérité, où la pauvreté extrême est reléguée au passé. Ensemble, nous devons veiller à mettre en place cette protection sociale. Je vous remercie. Excellency. Merci. Excellence. Je vous ai lancé un regard appuyé, j'ai allumé mon microphone et ça a semblé fonctionner. Je vous propose de céder maintenant la parole aux 3 personnes qui restent, Monsieur, l'Union européenne, puis Madame. Je suis navrée, je ne connais pas vos noms et il n'y a pas de plaquette. Alors, s'il vous plaît, soyez succincts et bref. Après vous, nous allons poser des questions, mais ce sera à la fin. Je vais maintenant vous céder la parole. Oui, je vous promets que vous n'aurez pas besoin de me laisser un regard appuyé. Je suis de la République d'Afrique du Sud. Je vous remercie de cet excellent débat. Je remercie également le bureau du Conseil spécial pour l'Afrique pour cette discussion très riche qui nous donne une idée excellente de ce que font d'autres États membres s'agissant de la protection sociale. La difficulté est que nous ne partageons pas suffisamment ces expériences, nous ne consolidons pas suffisamment nos efforts sur le continent africain pour nous appuyer sur ces mesures que nous pourrions utiliser dans différents pays. Et je vous propose, Madame la Présidente, que nous envisagions d'impliquer davantage la Commission de l'Union africaine ensemble avec l'OIT et nos communautés économiques régionales pour trouver un moyen de lancer une vraie discussion d'échange de meilleures pratiques, mais également pour avancer. Certains pays sur le continent africain n'ont pas de système de sécurité sociale et sont fortement tributaires de programmes importés. Ils n'ont tout simplement pas les institutions stables qui seraient à même d'aider à lancer ces mesures de protection sociale. Et je crois que nous devons davantage travailler en coordination de manière à encourager nos ministres à être plus actifs sur ces questions. Deuxième question que je souhaite soulever. En Afrique du Sud, nous avons un programme de sécurité sociale exhaustif qui couvre toute une série de questions. Et nous nous efforçons à présent de mettre en place un système de revenus essentiels. Nous constatons qu'entre 18 et 59 ans, il y a une véritable lacune. Et là, nous nous efforçons d'apporter un soutien aux personnes qui ne travaillent pas dans cette tranche d'âge pour les encourager, pour les aider au moins à sortir de la pauvreté extrême et à pouvoir survivre. Ensuite, nous introduisons également des mesures pour le secteur informel et nous appuyons un soutien aux mères qui souvent n'obtiennent de l'assistance sociale pour leurs enfants que lorsqu'ils sont nés.
Nous nous efforçons donc de leur apporter de l'aide avant la naissance de leurs enfants. Et c'est une mesure qui nous semble importante. Lors de la COVID-19, nous avons pu, par exemple, venir en aide à 50 000 millions de personnes en plus des 18 millions qui bénéficient déjà de transferts sociaux. Ce qui était unique, c'est que nous avons misé sur un système entièrement numérique. Les personnes n'avaient besoin de faire la queue ou d'attendre pour pouvoir s'enregistrer pour bénéficier de ces mesures de protection ou obtenir ces liquidités. Donc, le système était numérisé de A à Z et cela permet au jour d'aujourd'hui de payer plus de 14 milliards de dollars par année à plus de 70 millions de personnes dans le pays. Et enfin, une résolution a été adoptée par l'Assemblée générale l'an dernier concernant la promotion de la solidarité économique en vue du développement durable. Nous souhaitons ardemment voir quels sont les progrès en la matière. Je sais que vous venez de l'OIT. L'OIT s'est engagé à créer une coalition mondiale en matière de justice sociale et je souhaiterais savoir quel est le bilan en la matière. Je remercie le représentant de l'Afrique du Sud pour ces éléments essentiels soulevés, notamment la question que vous avez posée, mais également cette proposition très concrète que vous avez faite, c'est-à-dire de renforcer les discussions à ce sujet. Le bureau du conseiller spécial est ici. Il y a l'Union africaine, la SADC. Je pense que l'on pourrait renforcer ces synergies. Nous allons également répondre à votre question. Je cède maintenant la parole à l'Union européenne. Merci. Je suis le conseiller spécial de la mission allemande. J'ai négocié à de multiples reprises au nom de l'Union européenne, mais aujourd'hui je m'exprime uniquement à titre national, étant donné que nous sommes le plus grand par sa taille pays de l'Union européenne et par sa contribution également. Je voulais vous remercier. Merci Cynthia d'avoir organisé cette réunion. Les systèmes qui nous ont été présentés sont très différents de ceux dont nous disposons au niveau de l'Union européenne. Il n'y a que 2 pays qui ont des communautés autochtones. Donc pour moi, c'est quelque chose de très différent. C'est quelque chose de très différent de ce dont nous disposons au niveau de l'Union européenne. Et il est très intéressant tout simplement de savoir ce qui se fait en Afrique. Ça me permet également de partager cela avec mes collègues à la mission, mais également avec mes collègues de l'Union européenne. Donc ça a été pour moi très intéressant. Et j'ai été très bref pour éviter de me prendre un sale regard. Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, vous avez senti le regard qui venait et merci également pour votre intervention à titre national parce que l'objectif tout simplement c'est exactement celui-là, à savoir d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas qui vous représentez, monsieur, mais c'est vous qui avez la parole. Madame, pardon. L'Érythrée, d'accord, pardon, d'accord, excusez-moi madame. Bonjour à toutes et à tous. Madame, allez-y. Merci madame, merci Christina, merci. J'avais rien de préparé parce que je n'avais pas prévu de prendre la parole. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Merci en tout cas d'avoir organisé ce genre de manifestation qui nous réunit tous et toutes. Nous avons tant de choses en commun. J'ai écouté l'ambassadeur éthiopien Tesfaye, tout ce qui a été dit par son excellence, bien sûr me parle beaucoup parce que nous avons beaucoup en commun, l'Érythrée et l'Éthiopie. Nous travaillons également avec la diaspora. Nous essayons de les sensibiliser à ce qui se passe au niveau national. Mais tous ces programmes, ces programmes autochtones de protection sociale au niveau national, c'est justement ce qui nous a aidés, notamment en Érythrée, lors de la pandémie de la Covid-19. Le capital social dont nous disposons déjà, qui existe déjà dans nos sociétés, ça nous a permis de faire face justement au confinement, à l'incapacité de se déplacer, l'interdiction de circulation. Donc on n'était pas prêt bien sûr. Qui était prêt à la pandémie de la Covid-19? Mais grâce à ces systèmes, nous pouvons faire face donc à la famine, aux sécheresses,
aux inondations, donc nous avons dû l'adapter à la pandémie. Et voilà, merci en tout cas pour cette occasion. J'espère que nous aurons davantage de conversations de ce type pour que nous puissions tout simplement synchroniser nos activités, puisqu'il y a tant d'entre nous qui font à peu près la même chose au niveau national. Nous pourrions mettre tout cela en commun et travailler en synchronisation. Voilà, mais je ne vous ai pas, vous aurez compris, je ne vous ai pas donc jeter ce regard, mais comme l'a dit la représentante du Cabo Verde, donc ces régimes autochtones ont des noms différents selon les pays. Alors, en tout cas, ils existent. Il est clair que ces régimes autochtones doivent être davantage mobilisés pour qu'ils fassent la différence, dans l'élaboration des politiques, dans la mise en œuvre de celles-ci, dans les statistiques, mais également dans la réalité. Voilà. Voilà. Alors, un orateur de plus. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Je représente la Finlande. J'ai été à la tête de programmes de protection sociale au niveau de l'Union européenne. J'ai travaillé dans plusieurs pays d'Afrique de concert avec la Commission de l'Union africaine, avec Ben Scavana, qui était votre prédécesseur et qui était commissaire pour les affaires sociales auprès de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine. Alors, les États de l'Union africaine ont fait des progrès formidables. Ils se sont efforcés de mettre en place des systèmes formels au niveau national de protection sociale. Je crois me souvenir d'un acronyme, d'un sigle qui était toujours utilisé par mes collègues de l'Union africaine à l'époque. Il parlait de SPIWOK. Donc, la protection sociale pour les travailleurs du secteur informel et non structuré. Donc, en plus des systèmes comme le Harambee et autres qui sont extrêmement importants, il est important d'aider également les travailleurs ruraux, donc des zones rurales, dans le secteur qui travaillent dans le secteur non structuré, dans le secteur informel. Donc l'importance, je sais pas, de les faire cotiser, de favoriser la protection sociale. Nous avons beaucoup travaillé au niveau de la Finlande, avec le gouvernement de la Zambie, par exemple, pour trouver des solutions, pour adapter le système à la situation des différents acteurs, pour qu'ils puissent contribuer. Les agriculteurs, par exemple, qui peuvent contribuer lors de la récolte. Alors la loi dit que vous devez contribuer, et encore aujourd'hui que vous devez contribuer, devez cotiser tous les mois. Mais lorsque vous n'avez des revenus qu'un seul mois dans l'année, ou que 2 mois dans l'année, ou 3 mois dans l'année, on peut donc adapter le système social pour qu'il s'adapte à la réalité. Merci monsieur pour cette contribution importante à cette conversation. Merci beaucoup. Alors, je suis heureux que vous ayez mentionné donc ce système, ce sigle, donc SPIWOK et Boumar Diop. C'est un travail très important. Ça permet une coopération interinstitutions, l'OIT, l'ONU, l'Union africaine, les Nations unies. Mais c'est important parce qu'en fait, on met l'accent sur des régimes autochtones de protection sociale. Le problème des régimes autochtones de protection sociale, c'est qu'ils n'ont pas été pris en considération par les politiques. Ils n'ont pas été pris en considération dans le débat politique. Ce n'est pas qu'on ne veut pas parler, ce n'est pas qu'on ne veut pas parler des systèmes formels, traditionnels. Mais ce qui est plus important encore, c'est en fait de voir comment on peut connecter, relier ces deux systèmes, formel et informel, parce que tant que ce ne sera pas le cas, le discours que nous tiendrons ne présentera qu'une face du problème. Et notre discours sera un discours erroné. Et en outre, nous nous privons par là même des ressources qui sont nécessaires pour faire avancer les choses. Peut-être à une échelle moindre, mais je pense en tout cas que ces principes peuvent être exploités et peuvent être ensuite élargis, reproduits. Donc,
Alors, on a l'impression peut-être qu'on met trop l'accent sur les systèmes autochtones, les systèmes informels, mais je pense que c'est important. Et je pense que ce que dont vous parlez, donc le système de protection sociale à l'attention des travailleurs du secteur rural informel est très important. Voilà. Alors, je vais maintenant me tourner vers nos intervenants. Vous avez vos questions. Vous avez écouté les interventions dans la salle. Je vais commencer par le dernier tout à l'heure, donc je vais commencer par vous, Excellence. Vous avez 1 minute et demie. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a déjà été dit. Peut-être la révolution du numérique. Je pense que la révolution numérique peut nous aider. Alors, beaucoup d'informations, beaucoup de fonds sont transférés en utilisant les téléphones portables. Les téléphones portables, les ordinateurs portables. Et bien sûr, ces ressources vont faire une très grande différence puisqu'ils vont permettre de moderniser et de lier cela au système formel. Ensuite, deuxièmement, la réglementation. Ensuite, je pense qu'il faudra donc harmoniser, faire beaucoup d'harmonisation. Notre collègue soudanais a parlé de la pauvreté. Alors la pauvreté est au centre de toutes les vulnérabilités au niveau du continent. La pauvreté est au centre de ces vulnérabilités. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en la matière? Alors, cela va peut-être paraître hors sujet, ce que je vais dire. Mais l'alimentation dans les écoles, par exemple. En Éthiopie, c'est quelque chose qui a commencé 4 ans. On s'était jamais rendu compte qu'on avait l'argent en fait pour alimenter les enfants dans les écoles. À chaque fois que la question avait été se posait, eh bien on disait non, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Et il y a un maire d'une ville qui a tout simplement lancé le processus, qui a commencé à le faire, et aujourd'hui, nous alimentons 9 millions d'enfants au niveau national. Ça, c'est l'État qui finance. Et pour les familles les plus vulnérables qui ont des difficultés des difficultés financières pour envoyer leurs enfants à l'école, eh bien, voient la pression qui pèse sur elles profondément réduite. Donc les gouvernements, les États peuvent donc réduire la pression qui pèse sur les familles. Je pense que si nous pouvons intégrer cela dans nos débats, eh bien nous serons en mesure à même d'alimenter davantage d'enfants l'année prochaine. Alors, je ne dirais pas que c'est possible, je dirais que cela doit être, c'est une nécessité. Et alors, est-ce qu'on peut y arriver? Moi, je n'en ai aucun doute. Donc, on ne peut pas se satisfaire du statu quo. C'est pour ça que nous tenons ce genre de manifestation. C'est tout à fait possible. Vous avez parlé des cantines dans les écoles, de l'alimentation dans les écoles. Donc, voilà, comment donc ça démontre comment donc on peut refondre les politiques. Madame, merci beaucoup. Madame la ministre, vous avez 90 secondes. Madame Cynthia, 90 secondes, c'est pas juste, hein? Bien, nous avons intégré les systèmes traditionnels au Kenya. Nous avons un filet de sécurité dans le domaine pour lutter contre la faim. Nous versons un solde mensuel payé par les gouvernements, 1,2 million de 1,2 million de personnes en bénéfice, 500 000 de plus pourront en bénéficier. Ça touche les personnes âgées et les enfants vulnérables, notamment les personnes vulnérables. Ensuite, il y a les chamas, il y a des chamas qui ont évolué, qui sont devenus aujourd'hui des banques qui sont gérées par des femmes. La femme du président
donc a beaucoup grandi. Ça commençait, c'était une chama aujourd'hui, et donc aujourd'hui c'est une organisation qui a explosé. Elle réunit plus de 20 000 femmes. Ensuite, il y a le Kenya Women Finance Trust. Là encore, c'était une association au début, mais c'était aujourd'hui une banque qui prête de l'argent à des femmes, mais pas seulement aujourd'hui, à tout le monde au niveau kenyan. Ensuite, il y a une autre structure qui a été intégrée, c'est le fonds Hustler. Nous utilisons le réseau de téléphonie mobile pour justement faire des prêts qui sont donc également remboursés. Cet argent se fait donc, cette restitution de fonds se fait par téléphone portable. Et il y a 30 milliards de shillings kenyans qui ont été prêtés, c'est bien ça? Et on a combien 2,8 millions de personnes en bénéficient aujourd'hui. Ensuite, il y a également des groupes d'agriculteurs qui sont devenus en fait des coopératives. Et ce dans divers secteurs, dans le domaine de la culture du thé, de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, la production de lait, de produits laitiers. Donc nous sommes allés du secteur informel au secteur formel, du non structuré au structuré. Voilà, je pourrais continuer, mais je n'ai plus que mes 90 secondes sont épuisées. Cynthia m'a lancé son fameux regard. Merci beaucoup, merci chère sœur. Alors la question du numérique, les conséquences ou l'incidence positive que peuvent avoir la technologie, notamment la technologie du numérique et qui facilite cette transformation est très importante. L'importance de l'inscription. Alors, vous avez parlé des chamas, mais maintenant les chamas qui sont devenus donc des banques, la contribution des femmes. Voilà des éléments que nous pourrons retirer de cette manifestation qui nous permettront d'aller donc aux interventions Sumo-Layana, donc les interventions plus traditionnelles pour aller vers des systèmes plus formels. Djibouti, vous avez vous aussi, monsieur, 90 secondes pour qu'elle ne se sente pas mal, notre collègue. Merci. Allez-y, monsieur. Sans problème. Merci. Donc, en fait, d'abord, moi, je voulais attirer... nous utilisons beaucoup nous parlons beaucoup des systèmes informels. Je préfère qu'on parle des systèmes traditionnels. C'est différent parce que quand on parle d'informel, on le compare par rapport à un autre système et c'est pas du tout la même chose. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est qu'il faudra faire très très attention à ces systèmes qu'on dit formels, qui sont importés et qui correspondent très souvent pas à nos réalités. Et très souvent, par exemple, je prends l'exemple du cash transfert où on n'a pas suffisamment d'argent. On amène vers des communautés et qui risquent même de créer d'autres tensions. On dénature même les systèmes traditionnels de protection sociale et on amène un système qui dénature complètement les systèmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, il faut tenir compte aussi des changements climatiques. Et donc, quand vous êtes dans un pays à dominance nomade et également où on assiste à une raréfaction de la pluie, il pleut peu, et là aussi, on a des très gros problèmes. Donc, si vous avez basé tout votre système sur des systèmes importés, donc financiers, et il y a de moins en moins d'argent. Et donc, vous avez à la fois votre système de protection sociale traditionnelle qui a un problème du fait de ces changements climatiques, mais également, vous n'apportez pas beaucoup d'argent à la communauté. Et sans parler aujourd'hui, par exemple, dans notre environnement, dans notre région à Djibouti, où on a ce problème de la mer Rouge également qui pose problème et donc qui risque même de créer d'autres problèmes de protection sociale puisque des gens qui étaient sortis de l'informel et qui étaient dans le formel risquent de se retrouver aujourd'hui au chômage. Donc la question, elle est très complexe. Je pense qu'il faudra prendre en compte dans l'élaboration des systèmes dits de protection sociale formelle, vraiment tenir compte des systèmes traditionnels qui existent et qui ont fait leurs preuves dans le temps. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. J'ai même pas eu à vous lancer ce fameux regard. Et vous avez soulevé des questions importantes. Je voulais revenir sur la question qui a été soulevée. Je pense que c'est l'un des intervenants qui l'a soulevée, à savoir que nous devons aller des transferts d'argent liquide à des solutions innovantes.
Alors, ces systèmes sont importants, bien sûr, pour des phases de crise, mais nous devons pérenniser ces mécanismes de manière à mettre en place des systèmes de protection sociale plus pérennes. Je ne sais pas si Madame Duarte veut prendre la parole. Non? Non? Oui ou non? So I'm going to, Bien. Je vais donner la parole à la représentante du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique qui va revenir sur les principaux éléments ressortis de cette manifestation. Ça a été un débat très fructueux, très riche. Merci au bureau du conseiller spécial pour l'Afrique de nous avoir donné cette plateforme. Vous avez donc la parole. yes. Oui. Bonjour, chers collègues. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, au nom du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique, je voudrais vous remercier très sincèrement pour avoir participé activement, en personne comme à distance d'ailleurs. Je vais essayer de mettre en exergue certains des points qui ont déjà été mentionnés par la secrétaire générale adjointe, par la modératrice, qui a déjà fait une synthèse de ces questions. Mais les éléments sur lesquels je voulais revenir, les éléments principaux pour moi, sont donc l'idée, c'est de faire avancer la protection sociale en Afrique. Nous avons besoin d'un levier qui nous permettrait d'avancer. Le débat doit se poursuivre, l'intégration, la protection sociale, l'intégration des systèmes autochtones, des systèmes dits traditionnels, et dans les systèmes modernes. La fusion des deux, de manière à pouvoir renforcer la résilience dont le continent a besoin. L'élément ou le message clé qui ressort, les messages clés sont tout d'abord le sentiment d'urgence. L'urgence de la situation et la nécessité de fournir un soutien, donner un filet de sécurité à tous les citoyens du continent. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, il faut revoir la protection sociale et considérer cela comme un outil macroéconomique pour veiller à ce que les questions de protection sociale ne soient pas débattues en marge des réunions, mais soient au centre de celles-ci. Comment pouvons-nous le faire? Comme l'a dit la secrétaire générale adjointe au début, donc nous ne partons pas de zéro. Ce débat fait rage depuis longtemps, mais nous devons agir sur deux fronts. Tout d'abord, nous devons élargir le débat au niveau du continent, au niveau des communautés économiques régionales, au niveau de l'Union africaine, au niveau des groupes de réflexion, ainsi que mobiliser ainsi tous les acteurs clés du continent, de manière à voir comment nous pouvons, au niveau du Kenya, de l'Éthiopie, de Djibouti, donc nous inspirer des pays qui ont des exemples, tous les systèmes qui ont été présentés, donc et qui pourraient servir d'exemple, dont pourraient s'inspirer d'autres pays. La situation de crise humanitaire nous a obligés en Afrique à revenir sur ces systèmes autochtones. Il est impossible pour faire avancer les choses, peut-être de relancer ce débat au niveau du forum politique de haut niveau, mais également veiller à ce qu'au niveau du pacte qui sera adopté lors du sommet de l'avenir, eh bien, prennent cela en considération et reprennent ces questions et lient cela donc les systèmes traditionnels et modernes de protection sociale, et comment ces questions pourraient être tout simplement intégrer les systèmes traditionnels informels dans les systèmes formels pour renforcer la résilience et ainsi contribuer à la mise en œuvre de l'agenda 2063, sans oublier bien sûr donc les priorités, sans oublier également le programme de développement durable à l'horizon 2030. Madame la modératrice, je ne vais pas attendre que vous me regardiez, que vous me lancez ce fameux regard.
Alors, ce que nous entendons faire en tant que bureau, c'est de maintenir le débat en vie, en ligne. Et nous voudrions impliquer non seulement les politiques, mais également les jeunes sur le continent, de manière à ce qu'ils apportent le dynamisme de la jeunesse. Cela rejoint d'ailleurs ce qui a été dit sur la numérisation, la révolution du numérique. Or, les jeunes sont très présents sur ce front-là, de manière à mobiliser toute la population du continent. En effet, si nous n'impliquons pas toute la population du continent, les choses ne vont pas changer. Le mouvement qui a commencé doit être maintenu, l'élan doit être maintenu et le dynamisme doit être lui aussi maintenu. Madame la modératrice, avant de vous redonner la parole, je voudrais également remercier mes collègues du bureau du Conseil spécial pour l'Afrique qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser cette manifestation aujourd'hui. Je remercie également le soutien technique dont nous avons bénéficié. Merci beaucoup, Madame la modératrice, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Je pensais que j'en avais terminé, hein, mais nous avions dit 75 minutes. 75 minutes. On a fait ça en 73 minutes. Donc, je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui a une question. Non, je plaisante. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de lèvres brûlantes à ce stade. Voilà, merci beaucoup.